Réalise-t-on vraiment à quel point le monde et l'univers sont des endroits étranges? La Terre est un globe, ou à peu près, qui tourne dans le vide spatial autour d'un soleil, une étoile. Et même si, de notre point de vue, cette étoile paraît immense, elle est en réalité d'une taille infinitésimale. Perdue dans un univers régi par des lois étranges qui semblent sorties de nulle part. La gravité, la constante de la vitesse de la lumière, l'indétermination quantique. Notre expérience du quotidien nous montre un haut, un bas, une terre plate bordée par les océans, sous une voûte céleste tapissée de petites lumières. Et pendant longtemps, nous avons perçu le monde de cette manière rassurante, comme un système où tout, littéralement, tournait autour de nous. La lune, le soleil, les étoiles. Mais la réalité est infiniment plus froide et plus étrange. Rien ne tourne autour de nous. Nous ne sommes le centre de rien. Et la taille de l'univers lui-même est incompréhensible pour nos cerveaux de singes nus. Est-il fini ou infini? A-t-il eu un commencement? Et si oui, qu'y avait-il avant? Avant même l'existence du temps. Notre intelligence a ses limites, mais elle possède un don remarquable. Elle nous permet de contempler ces questions incommensurables et d'éprouver le vertige qu'elles suscitent quasi immanquablement en nous. C'est à ces énigmes qu'est consacrée cette vidéo. Et je me dois de vous prévenir, au fil de l'iceberg, nous allons plonger vers les mystères les plus profonds et les théories les plus folles sur l'univers. Certaines d'entre elles relèvent de la plus pure spéculation et elles doivent donc être prises comme telles. Ce petit disclaimer posé, je vous invite à vous installer confortablement avec un petit truc à manger ou à boire. Et surtout, à bien fermer les lumières pour laisser la nuit cosmique pénétrer les lieux. On part explorer l'iceberg des mystères de l'espace et de l'univers. Avant de nous perdre dans les ténèbres des profondeurs spatiales, faisons un court détour par notre bonne vieille planète et plus particulièrement par le plat pays. J'ai nommé la Belgique, le pays des frites, de la BD et d'Odoo, le sponsor de cette vidéo que je remercie infiniment de soutenir la chaîne. Odoo, c'est une plateforme de gestion en ligne qui vous permet entre autres de créer votre propre site web. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour accompagner cette vidéo avec un site qui lui est dédié et qui regroupe plusieurs articles sur quelques-unes des grandes questions qu'on va voir ensemble. J'ai même pu changer l'URL pour mystèresdelespace.com car Odoo offre un nom de domaine personnalisé pendant 1 an. Odoo vous permet de créer votre site très facilement en fonction de votre projet, que ce soit une vitrine pour votre entreprise, un blog ou encore un portfolio pour vos créations. Le site est créé en 4 étapes et ensuite le système d'édition vous permet de modifier le texte et les images du modèle pour l'adapter exactement à votre projet. Parmi les outils que j'ai particulièrement appréciés, il y a une banque de données d'images libre de droit qui est intégrée, donc vous n'avez pas besoin d'aller les chercher ailleurs pour illustrer vos pages avec des photos de qualité professionnelle. Odoo propose aussi un assistant IA pour vous aider dans la rédaction, la traduction et la transformation de vos textes. Du coup, c'est très simple et pratique. De mon côté, pour chaque sujet, je lui ai donné le script de ma vidéo pour qu'il l'adapte en article. Créer le site que vous voyez à l'écran avec tout son contenu et sa page d'accueil ne m'a pris qu'une matinée. Vous pouvez le visiter et surtout vous pouvez créer le vôtre dès aujourd'hui en suivant le lien dans la description et le commentaire épinglé. La première application Odoo est gratuite à vie avec hébergement et support inclus de manière illimitée. Et au-delà de l'application site web, la plateforme offre plein d'autres solutions, que ce soit pour la gestion des stocks, la facturation ou encore l'organisation d'événements. C'est une solution très complète, simple à utiliser, pour vous accompagner dans une tonne de projets, en plus de la création de votre site. Merci encore à Odoo de soutenir la chaîne, et de notre côté, on retourne au mystère de l'espace. Et on commence par la surface de l'iceberg avec un premier sujet, celui de l'univers non observable. Et si je vous disais que, contrairement à ce que j'expliquais dans l'intro de cette vidéo, nous nous trouvons pile au centre de l'univers, au sens le plus géographique du terme, ou en tout cas, pile au centre de l'univers observable. Cette position centrale ne fait pas de nous une planète exceptionnelle, bien au contraire. Elle ne fait que traduire la limite de ce que nous pouvons voir autour de nous. Un peu comme un randonneur qui avance dans une forêt nocturne, une lanterne à la main. Il crée un cercle de lumière qui révèle les arbres autour de lui, mais au-delà, tout reste plongé dans l'obscurité. Bien, nous sommes un peu dans la même position. Sauf que pour nous, le chemin de la lumière se fait à l'envers.
L'univers observable est en effet la partie de l'espace dont la lumière a eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang. En prenant en compte l'expansion de l'univers, on estime que ce rayon mesure aujourd'hui près de 46 milliards d'années-lumière. Et nous nous trouvons au milieu simplement parce que nous l'observons depuis cette position précise. Si nous habitions une galaxie différente, l'univers observable se déplacerait avec nous, formant une bulle autour de ce nouvel emplacement. La limite de cette bulle s'appelle l'horizon cosmologique, et on pourrait penser qu'avec le temps, la lumière finira par nous parvenir des zones les plus reculées. Mais il y a une subtilité. L'univers ne reste pas figé, il s'étend, et son expansion s'accélère. Au-delà d'un certain point, les galaxies s'éloignent donc de nous à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Non pas parce qu'elles se déplacent, mais parce que l'espace lui-même se dilate. Autrement dit, des régions entières de l'univers sortent ainsi de notre champ de vision. Et à très long terme, la plupart des galaxies que nous voyons aujourd'hui disparaîtront de notre vue. Le ciel deviendra de plus en plus vide et sombre jusqu'à ne montrer que notre voisinage cosmique immédiat, la Voie lactée fusionnée avec la galaxie d'Andromède et quelques galaxies naines. Si une civilisation observait le ciel à ce moment-là, elle en conclurait sans doute que l'univers entier se résume à cet amas local. Tout cela nous amène à une question: quelle est la taille réelle de l'univers ? Sur le sujet, on ne peut que spéculer. En supposant que l'univers est fini et courbé, les données de la mission Planck et du Sloan Digital Sky Survey indiquent qu'il mesurerait au moins 23 trillions d'années-lumière de diamètre. Cela correspond à un volume environ 15 millions de fois plus grand que celui de l'univers observable. Et on parle là d'un minimum théorique. Il pourrait être plus étendu ou tout simplement infini. Une seule chose est à peu près sûre, les quelques centaines de milliards de galaxies qu'on peut observer ne sont qu'une infime partie de l'univers entier. Notre bulle de visibilité correspond donc bien à cette image, un rayon de lanterne dans une forêt sans fin. Il se pourrait de plus que notre univers ne soit pas seul, et c'est à cette hypothèse déroutante qu'on va maintenant s'intéresser, avec la théorie du multivers et le modèle des univers-bulles. Selon ce modèle, notre cosmos ressemblerait à un immense bain d'écume, une mousse infinie où chaque bulle constituerait un univers à part entière, régi par ses propres lois physiques. Cette théorie s'appuie sur le concept d'inflation éternelle, celui d'un espace en continuelle expansion, dans lequel jaillirait et disparaîtrait en permanence une infinité de Big Bang. Dans cette mousse cosmique, certaines régions se stabilisent, ce qui conduit à l'apparition de bulles. Ces bulles seraient indépendantes les unes des autres, constituant chacune un univers distinct, avec ses propres lois physiques potentiellement très différentes des nôtres. Dans certaines, l'espace pourrait avoir des dimensions supplémentaires, engendrant des phénomènes physiques inconcevables pour nous. Dans d'autres, la gravité ou la vitesse de la lumière pourrait varier. Et dans beaucoup, la vie elle-même ne serait pas possible. C'est justement cette diversité qui permet de répondre peut-être à l'un des grands mystères de l'univers, celui que soulève le principe anthropique. Ce dernier part d'une question fondamentale. Comment se fait-il que notre univers possède, comme par coïncidence, des constantes et des lois physico-chimiques exactement adaptées à l'émergence de la matière et de la vie ? D'après les connaissances actuelles, des variations infimes de certains paramètres auraient rendu impossible la formation d'étoiles, l'émergence des molécules et l'apparition de la vie elle-même. On parle ainsi des réglages fins de l'univers, comme si la machinerie cosmique avait été ajustée avec une extrême précision pour être stable et propice à la vie. Prenons par exemple la constante cosmologique, qui correspond grosso modo à la pression accélérant l'expansion de l'univers. Avec un décalage de sa valeur de seulement 1 sur 10 puissance 120, soit 0,1180 et 1%, l'univers aurait soit été en expansion trop rapide pour permettre la formation d'étoiles et de galaxies, soit en contraction quasi immédiate juste après le Big Bang. Ces réglages fins font que notre univers paraît hautement improbable. Et c'est là que la théorie des univers-bulles apporte une réponse fascinante. Si l'espace génère en permanence un nombre potentiellement infini d'univers-bulles, alors la probabilité qu'un univers comme le nôtre apparaisse un jour devient une quasi-certitude. Il y a sans doute une infinité d'univers complètement foireux, en tout cas du point de vue de la vie, où la matière ne se structure pas. Mais comme aucune vie n'y apparaît, personne n'est là pour se poser la question. Le multivers offre donc une solution élégante au principe anthropique, du moins dans sa version dite faible. Car comme on le verra en s'enfonçant dans l'iceberg, il existe aussi une version forte de ce principe qui soulève des questions encore plus vertigineuses. En attendant, on va s'intéresser à un phénomène dont vous faites l'expérience en ce moment même, mais dont on ne sait en réalité que peu de choses, la gravité.
De notre point de vue, la gravité agit comme une force presque magique qui nous maintient solidement ancrés les pieds sur Terre. À l'échelle du cosmos, elle joue un rôle primordial. C'est elle qui donne leur forme aux astres, qui fait naître les étoiles et qui structure l'espace et l'univers tout entier. Mais comment fonctionne-t-elle exactement ? À l'origine, Isaac Newton l'a décrit comme une force agissant à distance entre des objets massifs. Puis, en 1915, Einstein montre qu'elle résulte en réalité d'une courbure de l'espace-temps et que c'est cette déformation qui oriente la trajectoire des corps. Cette théorie de la relativité générale décrit parfaitement le mouvement des planètes, l'expansion cosmique et tout un tas de phénomènes à grande échelle. Mais comment la gravité fonctionne-t-elle à l'échelle microscopique ? Qu'est-ce qui la produit et d'où vient-elle ? C'est là que se pose un énorme problème. Nous n'en savons rien. La physique des particules ne permet pas de décrire la gravité. Autrement dit, on ne peut pas quantifier cette force fondamentale, la traiter comme une interaction de particules ou de quanta. Et pour cette raison, les deux champs de la physique moderne, celle de l'infiniment grand et celle de l'infiniment petit, restent à ce jour incompatibles. De nombreuses pistes ont néanmoins été proposées pour résoudre ce conflit, à travers les théories de la gravité quantique. Par exemple, certains ont imaginé l'existence d'une particule élémentaire qui transmettrait la gravité, le graviton, à l'image du photon pour la lumière. D'autres théories, comme la théorie des cordes ou les modèles de Brane, suggèrent que la gravité pourrait fuiter dans des dimensions cachées. Mais aucune de ces approches, très hypothétiques, n'a encore été confirmée sur le plan expérimental. La mécanique fondamentale de la gravitation reste donc encore largement inexpliquée. On sait cependant, depuis la détection des ondes gravitationnelles par LIGO en 2015, qu'elles se propagent à la même vitesse que la lumière. C'est ce qui nous amène vers l'entrée suivante, la constante fondamentale et a priori indépassable de la vitesse de la lumière. Faisons une expérience de pensée complètement improbable. Imaginons que le Soleil vienne à se volatiliser. Il faudrait environ 8 minutes pour que nous nous en rendions compte, puisque c'est le temps nécessaire à un photon pour parcourir la distance qui nous sépare de notre étoile. Passé ce laps de temps, la lumière et l'attraction gravitationnelle du Soleil disparaîtraient simultanément, nous plongeant dans le noir et projetant la Terre hors de son orbite. Ce simple fait nous rappelle plusieurs vérités étonnantes. La première, c'est que lorsqu'on lève les yeux vers le ciel, on observe littéralement le passé. On voit la Lune telle qu'elle était il y a 1,3 secondes, et plus on regarde loin, plus on remonte dans le temps. Par exemple, la supergéante rouge Betelgeuse se montre telle qu'elle était il y a 642 ans. La galaxie d'Andromède nous apparaît comme elle était il y a 2,5 millions d'années. Quant au fond diffus cosmologique, il nous parvient de plus de 13,8 milliards d'années-lumière, soit l'âge approximatif de l'univers lui-même. La deuxième chose, c'est que, même si elle atteint près de 300 000 km par seconde, la lumière paraît extrêmement lente dès qu'on la considère à l'échelle cosmique. Même si on pouvait aller à 99,999% de la vitesse de la lumière, le moindre voyage interstellaire s'étirerait sur des décennies, voire des siècles ou des millénaires. Traverser la Voie lactée, qui mesure environ 100 000 années-lumière, nous prendrait, c'est logique, environ 100 000 ans. Quant au voyage intergalactique, ce n'est même pas la peine d'y penser, il se compterait en millions d'années. C'est d'ailleurs pour pallier cette lenteur déprimante que la science-fiction invente des manières plus rapides de se déplacer dans l'univers, que ce soit avec les relais cosmodésiques de Mass Effect, l'hyperespace de Star Wars ou l'exploitation des trous de verre dans Interstellar. Enfin, le troisième élément marquant, c'est que cette vitesse est, dans l'état de nos connaissances, infranchissable. Aucune information ni aucun objet ne semble pouvoir se déplacer plus vite que ces 299 792 km par seconde. Pourquoi l'univers impose-t-il cette vitesse maximale ? Les scientifiques n'ont pas de réponse, si ce n'est que d'après ce qu'ils observent, la nature se présente ainsi. C'est comme ça. Mais cela n'a pas empêché certains de spéculer sur la question. C'est le cas de Rizwan Virk par exemple, un partisan de l'idée que notre univers pourrait être une simulation informatique. Il suggère que cette limite pourrait jouer un rôle de bande passante ou de temps de chargement, un peu comme dans un jeu vidéo. En effet, dans un univers où tout pourrait se déplacer instantanément d'un point à l'autre de l'espace, la quantité de données à traiter deviendrait ingérable et risquerait de provoquer un crash du système. En imposant une vitesse maximale pour la propagation de l'information, la simulation gagnerait en stabilité. Virk avance d'autres hypothèses tout aussi fascinantes pour expliquer certaines étrangetés de l'univers, mais on y reviendra plus tard. Sur ce, nous quittons ce niveau de l'iceberg pour nous enfoncer sous la surface. Ici, nous allons nous pencher sur deux éléments invisibles et énigmatiques, la matière noire et l'énergie sombre.
La matière que nous voyons dans l'univers, composée d'atomes et formant les étoiles et les planètes, ne représenterait qu'une toute petite partie de la masse et de l'énergie totale du cosmos. À peine 5%. Les 95% restants échapperaient totalement à notre perception et se diviseraient entre la matière noire d'un côté et l'énergie sombre de l'autre. Les physiciens sont néanmoins persuadés de leur existence. Et la raison à cela, c'est parce qu'ils constatent leurs nombreux effets. Tout d'abord pour la matière noire. Les galaxies tournent trop vite pour que leur masse visible suffise à elles seules à les maintenir unies. Elles devraient se disloquer, or elles restent intactes. De même, la courbure de la lumière aux abords des amas galactiques indique qu'une énorme partie de leur masse est invisible. C'est pour expliquer ces anomalies que les physiciens supposent l'existence de cette matière mystérieuse et jamais observée jusqu'ici. Alors, de quoi serait faite cette matière noire invisible ? Certains physiciens suggèrent l'existence de particules exotiques nommées WIMPs, particulièrement massives mais qui n'interagiraient pas avec la lumière. D'autres évoquent au contraire des actions, des particules ultra légères. Quoi qu'il en soit, 27% de la masse totale de l'univers serait composée de cette matière totalement inconnue. L'énergie sombre, encore plus mystérieuse, constituerait pour sa part 68% de la masse énergie cosmique. En 1998, on a découvert que l'expansion de l'univers s'accélérait, comme si quelque chose dilatait l'espace de plus en plus vite, une forme de pression négative. Pour expliquer ce phénomène, les physiciens ont postulé l'existence d'une énergie jamais détectée, mais qui jouerait un rôle crucial dans le destin du cosmos. Elle pourrait même aller jusqu'à le déchirer, comme le suggère l'hypothèse du Big Rip, un scénario de fin de l'univers où l'énergie sombre finirait par désintégrer tout ce qui existe, jusqu'aux atomes et aux particules élémentaires elles-mêmes. Selon nos meilleures théories scientifiques, l'univers serait donc majoritairement composé d'éléments qui nous échappent totalement. Cette réalité illustre l'étendue de notre ignorance et les limites intrinsèques de nos sens. Nous sommes littéralement aveugles à 95% de ce qui existe. On va rester dans le registre des ténèbres pour la prochaine entrée en s'intéressant aux trous noirs et à ce qui arrive à la matière qui tombe dedans. On parle ici d'objets cosmiques si massifs que, passé une certaine limite, rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. Les trous noirs résultent de l'effondrement d'étoiles massives sur elles-mêmes, ce qui crée une déformation extrême du tissu spatio-temporel. Au centre du trou noir se trouve la singularité, un point théorique où les règles de la physique ne s'appliquent plus, et où la matière se comprimerait à l'infini. L'horizon des événements marque quant à lui la limite au-delà de laquelle il n'est plus possible de s'échapper d'un trou noir. Tout ce qui y entre est irrésistiblement attiré vers son centre. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce qui vous arriverait si vous tombiez au sein d'un de ces trous noirs. Avant même d'atteindre l'horizon des événements, la gravité démentielle étirerait progressivement votre corps, comme un long spaghetti, un phénomène qu'on appelle spaghettification. Plus étrange encore, si vous surviviez assez longtemps, vous pourriez voir l'univers autour de vous accélérer dans le temps. En théorie, vous pourriez ainsi être témoin de pans entiers du futur cosmique, voire assister à la mort thermique de l'univers. La NASA a d'ailleurs publié une vidéo qui montre ce que verrait une caméra tombant dans un trou noir. Et vous remarquerez qu'au moment où elle touche l'horizon des événements, le temps à l'extérieur atteint immédiatement son maximum. Mais le plus grand mystère qui entoure ces dévoreurs cosmiques, c'est de savoir ce qu'il advient de la matière une fois qu'elle y est entrée. Le trou noir peut-il réellement la comprimer à l'infini ? Ou bien y a-t-il un autre côté au trou noir et une manière d'en ressortir ? Certains envisagent que tout ce qui tombe dans un trou noir pourrait en ressortir par des trous blancs, leur exact opposé mathématique. Ces objets théoriques expulseraient continuellement la matière au lieu de l'absorber, agissant en fait comme des mini-Big Bang, eux-mêmes susceptibles de donner naissance à de nouveaux univers. En poussant cette hypothèse un peu plus loin, certains suggèrent que notre propre univers pourrait lui-même se trouver à l'intérieur d'un gigantesque trou noir. Selon ce modèle, chaque trou noir pourrait donc être connecté à un trou blanc, créant ainsi un pont, entre guillemets, vers un nouvel univers. Au lieu d'être purement destructeurs, ces objets cosmiques seraient donc aussi potentiellement créateurs de mondes. L'idée est séduisante, mais elle reste pour l'heure une pure construction mathématique. Malgré diverses théories, on ne sait pas ce qu'il advient de la matière qui tombe dans un trou noir. Et ce mystère ne sera probablement pas résolu avant d'avoir une théorie unifiée de la physique, qui permette de concilier la relativité générale et la physique quantique. Néanmoins, l'idée qu'un trou noir puisse servir de pont cosmique nous amène vers une autre hypothèse fascinante, celle des ponts d'Einstein-Rosen, plus connus sous le nom de trous de verre. Ces trous de verre sont souvent décrits comme des tunnels à travers l'espace-temps, reliant potentiellement différentes régions de notre univers.
Dans le film Event Horizon, le vaisseau du même nom utilise un moteur de gravité, capable de générer de tels tunnels pour voyager instantanément à travers l'espace. Le personnage interprété par Sam Neill illustre l'idée en pliant une feuille de papier pour rapprocher deux points distants. Une analogie désormais classique pour illustrer comment un trou de verre pourrait théoriquement relier deux régions de l'espace-temps. Bon, bien sûr, tout cela reste très spéculatif, et même si de tels passages existaient, nous serions vraisemblablement broyés et désintégrés bien avant de ressortir d'un trou de verre. De plus, d'après les physiciens, dans la réalité, il est fort probable que de tels ponts s'effondreraient presque aussitôt après s'être formés. Il est néanmoins intéressant de constater à quel point ce concept a nourri l'imaginaire en science-fiction. J'ai mentionné Event Horizon, mais il y a aussi Interstellar, où le héros voyage dans la galaxie en empruntant un trou de verre. Il y a encore Contact, dans lequel une scientifique traverse tout un réseau de trous de verre édifiés par une ancienne civilisation extraterrestre. Et la liste d'œuvres de fiction faisant appel à ces raccourcis cosmiques est encore longue. Et c'est sur ce constat que nous quittons ce niveau de l'iceberg, pour nous enfoncer dans le suivant. Un niveau où l'on va explorer une des plus grandes questions à laquelle l'humanité est confrontée. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Et on commence avec le paradoxe de Fermi. Le problème qu'il soulève se formule ainsi. L'univers compte des milliards de galaxies, chacune remplie de milliards de planètes potentiellement habitables. Statistiquement, la vie, voire la vie intelligente, devrait pulluler. Or, on ne détecte aucun signe de civilisation extraterrestre. Où sont-ils tous ? Depuis des décennies, les raisons de ce silence cosmique font l'objet de débats passionnés et de nombreuses explications ont été avancées. Peut-être que l'émergence de la vie intelligente est un phénomène extrêmement rare, qui n'a de chance de se produire qu'une seule fois à l'échelle d'un univers entier. Ou peut-être qu'elle apparaît relativement souvent, mais qu'elle se fait systématiquement éteindre par un grand filtre, que ce soit l'autodestruction pure et simple ou une catastrophe technologique. Une hypothèse particulièrement inquiétante, popularisée dans le roman Le problème à trois corps, imagine l'univers comme une forêt sombre peuplée de prédateurs tapis dans l'ombre. Dans ce scénario, les civilisations technologiques choisiraient de rester discrètes pour éviter d'être repérées et devenir la proie d'entités plus avancées. Et puis, il y a la théorie du zoo. Certains imaginent que les extraterrestres seraient en mesure de communiquer avec nous, mais qu'ils préfèrent nous garder dans une sorte de réserve naturelle, pour ne pas perturber notre développement. Peut-être même qu'ils appliquent une forme de quarantaine galactique, en attendant que l'humanité ait atteint un stade de développement technologique suffisamment avancé. Nous serions ainsi protégés et placés sous surveillance sans même le savoir. Enfin, il se peut aussi que l'univers foisonne de communication, simplement inaudible pour nous, parce que nous n'utilisons pas le bon canal ou n'avons pas développé la technologie capable de les capter. Cela dit, une des premières réponses avancées pour résoudre ce paradoxe, et qui ne sent pas très bon pour l'exploration spatiale, c'est que les voyages interstellaires sont peut-être tout simplement impraticables. Peut-être que le moindre voyage interstellaire prend des dizaines de milliers d'années, des durées auxquelles même des vaisseaux générationnels auraient peu de chances de résister. Par exemple, si on voulait rejoindre Proxima du Centaure avec nos moteurs à combustion actuels, cela nous prendrait environ 100 000 ans. Et ce, alors que c'est notre plus proche voisine, située à seulement, entre guillemets, 4,24 années-lumière d'ici. À côté de ça, il faut aussi prendre en compte les conséquences du voyage spatial sur le corps, notamment celle de la pesanteur prolongée et l'exposition continue aux radiations et rayonnements cosmiques, ce qui pourrait rendre ce genre d'odyssée beaucoup trop nocive pour que les organismes vivants y survivent. Donc voilà, la réponse la plus cash et déprimante au paradoxe de Fermi, c'est que chaque espèce intelligente est peut-être condamnée à rester dans son système solaire. Cela dit, on peut quand même imaginer une alternative pour explorer l'espace, en envoyant non pas des équipages biologiques, mais des sondes autoréplicantes, comme celle proposée par le mathématicien John von Neumann. L'idée consiste à concevoir des machines capables de se reproduire en exploitant les ressources disponibles sur les lunes, planètes ou astéroïdes d'un système solaire. Chaque sonde enverrait ensuite ses copies vers d'autres étoiles, se propageant ainsi de proche en proche de manière exponentielle. Même avec des valeurs conservatrices, ces sondes pourraient se répandre dans toute la galaxie de manière très rapide, du moins à l'échelle du temps cosmique. Par exemple, en se déplaçant à 1% de la vitesse de la lumière et en mettant quelques décennies à se dupliquer, il leur faudrait entre 1 et 10 millions d'années pour couvrir la majeure partie de la Voie lactée.
Et en imaginant des moyens de propulsion plus rapides, à 10% de la vitesse de la lumière, elle pourrait même le faire en à peine 500 000 ans. Alors certes, à l'échelle de la civilisation humaine, ces grandeurs paraissent colossales, mais la Voie lactée elle-même est âgée d'environ 13 milliards d'années. Autrement dit, il suffirait qu'une seule civilisation ait lancé un tel programme de sondes autoréplicantes pour qu'aujourd'hui, elle se trouve un peu partout. Et c'est précisément parce qu'on n'en a jamais détecté que le mathématicien et cosmologue Frank Tipler a conclu qu'aucune civilisation de ce type n'avait jamais existé. Ce à quoi Carl Sagan, entre autres, a répondu que ces sondes pouvaient être conçues pour être indétectables ou pour limiter leur multiplication, afin d'éviter qu'elles ne prolifèrent de manière incontrôlée dans la galaxie. Quoi qu'il en soit, le concept de von Neumann a fait l'objet de nombreuses déclinaisons, à la fois sur le plan théorique et dans la science-fiction. Le livre Nous sommes Bob, nous sommes Légion l'aborde de manière assez humoristique, là où la série de romans Berserker propose une vision beaucoup plus effrayante, puisque ces sondes sont programmées pour détruire toute forme de vie. D'autres ont imaginé des vaisseaux Summer qui pourraient implanter la vie sur les planètes qu'ils visitent en vue d'une future colonisation. Quoi qu'il en soit, si jusqu'ici on n'a pas détecté de sonde de von Neumann et qu'on n'a eu aucun contact avec une forme de vie extraterrestre, ça n'empêche que des phénomènes particulièrement étranges sont parfois observés, dans l'espace ou sur Terre. C'est le cas notamment du fameux signal WOW, capté le 15 août 1977 par le radiotélescope Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio. Son nom vient de la réaction de l'astronome qui, en examinant les relevés, a entouré la séquence et inscrit WOW en marge. Ce signal a suscité beaucoup d'excitation à cause de ses caractéristiques très inhabituelles. Premièrement, il a été émis sur la fréquence de l'hydrogène neutre, à 1420 MHz, une plage considérée comme universellement intéressante par le programme SETI, celui qui a pour mission la recherche d'une intelligence extraterrestre. Comme l'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers, si une civilisation extraterrestre cherchait à se faire repérer, émettre sur cette fréquence semblerait un choix plutôt sensé. Ensuite, le signal a duré 72 secondes, soit l'intégralité du temps de passage de la source dans le champ d'écoute du télescope. Enfin, il était significativement plus intense que le bruit de fond de l'univers. On sait que ce signal provenait de la constellation du Sagittaire, mais on ne sait pas d'où exactement. Parmi les explications pour tenter d'expliquer sa provenance, certains avancent l'hypothèse d'un phénomène astrophysique rare ou celle d'une perturbation d'origine terrestre ou satellitaire. D'autres penchent pour une source extraterrestre, faisant du signal WOW le meilleur candidat jamais détecté, d'autant plus qu'il a été émis sur la ligne de l'hydrogène. Mais le fait est qu'il est loin d'être la seule bizarrerie spatiale à avoir éveillé la curiosité des scientifiques et du grand public. Un autre phénomène intrigue les astrophysiciens et alimente les spéculations. Les Fast Radio Bursts ou sursauts radio rapides. Il s'agit d'impulsions radio extrêmement brèves de quelques millisecondes à peine, mais qui libèrent d'énormes quantités d'énergie. Leur origine exacte demeure inconnue. On sait juste qu'elles nous parviennent de très loin dans l'univers, parfois de galaxies situées à des milliards d'années-lumière. Plus intriguant encore, certains de ces signaux se répètent, à l'instar de FRB 121102 qui nous parvient depuis une galaxie naine située à quelques 3 milliards d'années-lumière de la Voie lactée. Plusieurs pistes ont été suggérées pour expliquer leur origine. Ces sursauts énergétiques pourraient être émis par des magnétars ou des pulsars exotiques, ou encore résulter de la fusion de deux étoiles à neutrons. Mais certains chercheurs, dont Avi Loeb, directeur du département d'astrophysique à Harvard, avancent qu'il pourrait s'agir de signaux artificiels, produits par des civilisations extraterrestres avancées. Selon cette hypothèse, ces puissants faisceaux d'énergie serviraient à propulser des voiles solaires interstellaires. Une technologie sur laquelle Avi Loeb travaille lui-même. D'ailleurs, son nom vous dit peut-être quelque chose. Il a en effet beaucoup fait parler de lui lors du passage dans notre système solaire d'un objet très singulier, le fameux Oumuamua. Le 19 octobre 2017, le télescope Pan-STARRS à Hawaï détecte un astéroïde ou une comète dont la vitesse est trop rapide pour qu'il soit soumis à l'attraction gravitationnelle du Soleil. Les chercheurs comprennent alors qu'il s'agit du tout premier objet détecté en provenance de l'espace interstellaire. Et ils le baptisent Oumuamua, un mot hawaïen signifiant éclaireur ou, plus précisément, messager venu de loin et arrivé premier. Très vite, les astronomes du monde entier remarquent à quel point l'objet est étrange. Il mesure quelques centaines de mètres, probablement moins de 400, et il tourne sur lui-même en seulement 8 heures. Surtout, ses proportions sont absolument inhabituelles. Le ratio entre sa longueur et sa largeur est estimé entre 5:1 et 10:1, alors qu'en général, elle est au maximum de 3:1 pour les astéroïdes.
Autrement dit, Oumuamua a une forme très allongée ou très aplatie, comme un cigare ou un pancake. L'intensité avec laquelle il réfléchit la lumière du soleil est également anormale, 10 fois plus élevée que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Alors, il faut que je le précise ici, au moment de sa découverte, Oumuamua était déjà trop éloigné pour qu'on puisse le photographier directement. Toutes ces caractéristiques sont donc déduites de l'observation de sa courbe de lumière qui renseigne sur sa rotation et sa géométrie. Enfin, un dernier élément surprend les astronomes. En passant à côté du soleil, Oumuamua accélère et dévie de sa trajectoire attendue. Il profite de l'effet de fronde gravitationnelle pour filer jusqu'à 320 000 km/h en direction de l'espace interstellaire. Vous pouvez voir son trajet sur ce graphique. En rouge, la trajectoire de Oumuamua et en jaune, pour comparaison, celle de Borisov, une autre comète interstellaire détectée en 2019. Bien sûr, la plupart des astronomes avancent des causes naturelles pour expliquer ces anomalies, en évoquant notamment un dégazage trop discret pour être détecté, ce qui expliquerait son accélération, ou la possibilité que Oumuamua soit composé d'hydrogène gelé, qui s'évaporerait sans laisser de traces. Le consensus dans la communauté scientifique reste donc qu'il s'agit d'un objet naturel. Mais pour Evilob, toutes ces bizarreries additionnées font que la probabilité que Oumuamua soit une comète répondant à tous ces critères atteint à peine 1 sur 1 million de milliards. Pour lui, il est beaucoup plus probable que Oumuamua soit d'origine artificielle. Il évoque ainsi une épave ou un débris abandonné par une civilisation extraterrestre. Peut-être une photovoile, dit-il, à la dérive dans l'espace interstellaire. Son livre qui défend cette thèse a été beaucoup critiqué. Pour le coup, je l'ai lu et je dois dire qu'il avance des arguments qui me parlent. L'idée que Oumuamua puisse être un artefact alien mérite au moins d'être prise en compte et pas rejetée par principe. Les perspectives qu'elle ouvre sont en tout cas fascinantes. Elles me font d'ailleurs penser à un roman d'Arthur C. Clarke, Rendez-vous avec Rama, dans lequel un gigantesque cylindre traverse notre système solaire. Sauf que là, bien sûr, l'humanité envoie une équipe pour l'explorer et y découvre les traces d'une civilisation extraterrestre avancée. Mais bref, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Oumuamua pourrait-il être un vaisseau fantôme, construit il y a des millions d'années par une civilisation depuis longtemps disparue? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sans transition, passons à un sujet directement lié, celui des ovnis et des pans. Pour commencer, il faut peut-être distinguer les deux. Les ovnis, ce sont les objets volants non identifiés, ou UFO en anglais. Les pans, ce sont les phénomènes aérospatiaux non identifiés, UAP en anglais. Et grosso modo, sans être interchangeables, les deux termes servent à désigner le même phénomène. Ces choses qu'on observe dans le ciel et dont on ignore ce dont il s'agit. Depuis quelques années, l'actualité autour des pans est assez folle. En 2021, le Pentagone a reconnu officiellement leur existence et diffusé plusieurs vidéos, comme celle-ci. Ils n'ont pas dit qu'il s'agissait d'extraterrestres ou de technologies terriennes inconnues, non. Ils ont juste dit « Alors, en fait, oui, les ovnis, ça existe, on va juste les appeler les pans, à partir de maintenant pour ne pas contredire 70 ans de discours officiels qui affirmaient que les ovnis c'était un truc de zinzin. » Je caricature bien sûr, mais c'est un peu ça. Peu après, le Pentagone a mis sur pied une cellule d'enquête sur ces observations, le ARO, ou All Domain Anomaly Resolution Office, ce qu'on peut traduire par Bureau de résolution des anomalies de tout domaine. La NASA a également créé un groupe d'études sur les pans pour recueillir et étudier les données de manière scientifique. En parallèle, une série de lanceurs d'alerte a fait des révélations plus incroyables les unes que les autres. David Grush, un ancien officier du renseignement, a affirmé devant le Congrès américain que le gouvernement possédait des débris de vaisseaux non humains et même que des corps extraterrestres avaient été récupérés sur les sites de crash. En janvier 2025, Jake Barber, un ancien pilote d'hélicoptère, a affirmé avoir participé à des opérations de récupération d'engins extraterrestres. Lors de son interview sur News Nation, la chaîne a également montré la vidéo d'un soi-disant ovni en forme d'œuf. Ces révélations et la multiplication de témoignages de la part de responsables et hauts placés de l'armée ou du gouvernement américain a ranimé l'espoir d'un disclosure event, c'est-à-dire une révélation officielle des autorités sur ce qu'elles savent réellement du phénomène ovni et des extraterrestres. Cependant, ces affirmations spectaculaires ne se sont jusqu'ici pas accompagnées de preuves tangibles et irréfutables. Le traitement médiatique du sujet a certes évolué, mais on manque de documents qui établiraient de manière concrète que des appareils d'origine non humaine visitent bel et bien la Terre.
Soit dit en passant, en décembre 2024, une vague d'observations de drones et d'orbes a été signalée un peu partout sur la planète, en particulier dans le New Jersey aux États-Unis. Ces phénomènes ont fait énormément parler, que ce soit dans les médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux. Sur X notamment, des tonnes de vidéos, plus ou moins fake ou crédibles, ont popé en provenance des quatre coins du monde. C'est un sujet dont j'ai pas mal parlé sur ma chaîne secondaire, Nawakverse. Si ça vous intéresse, je vous invite à y faire un tour, je mettrai un lien vers la playlist avec ces vidéos dans la description. Que l'on croit ou non aux ovnis et aux pans, la recherche de la vie extraterrestre est un domaine d'études scientifiques reconnu. C'est le champ de l'exobiologie, parfois aussi appelée astrobiologie. Cette science interdisciplinaire a pour objet l'étude des facteurs et processus menant à l'apparition et à l'évolution de la vie. Et pour mieux chercher la vie ailleurs, elle s'intéresse à l'abiogénèse terrestre, autrement dit à l'origine de la vie sur Terre. Elle se demande comment des molécules inanimées ont pu se combiner pour donner naissance à des cellules, puis à des organismes de plus en plus complexes. Et bien sûr, elle cherche à évaluer les chances que de tels mécanismes aient pu se reproduire sur d'autres planètes. Si l'on se fie à ce qui se passe sur Terre, la présence d'eau liquide semble être l'élément clé, puisqu'il est présent dans tous les organismes vivants sur notre planète. C'est pourquoi les chercheurs s'intéressent en priorité aux étoiles qui ressemblent à notre Soleil et aux exoplanètes qui se situent dans leur zone habitable, c'est-à-dire à la bonne distance pour maintenir l'eau à l'état liquide. Dans notre galaxie, qui compterait environ 400 milliards d'étoiles, il existe certainement des milliards, voire des dizaines de milliards de planètes qui présentent de telles caractéristiques. Autant de candidates susceptibles d'abriter la vie ou de l'avoir abritée un jour. Bien sûr, cela ne répond pas à la question de l'apparition de la vie elle-même. Émerge-t-elle inévitablement dès que les bonnes conditions sont réunies, ou résulte-t-elle d'un coup de chance cosmique qui ne se produit qu'une fois tous les 13 milliards d'années ? Ces interrogations ouvrent la porte à une autre hypothèse, celle de la panspermie. Et si la vie n'était pas apparue sur Terre, mais qu'elle y avait été transportée par des astéroïdes ou des météorites ? On sait que des collisions peuvent projeter des fragments de roche d'une planète à l'autre. De nombreuses météorites tombées sur Terre proviennent ainsi, par exemple, de Mars. Il suffirait que ces éclats renferment des micro-organismes capables de résister au voyage dans l'espace, tels les bactéries extrémophiles, pour que la Terre ait été ensemencée par une vie extraterrestre. Certains vont plus loin en imaginant une panspermie dirigée, ce qu'on a évoqué un peu plus tôt avec l'idée de vaisseau ensemenceur. Une civilisation avancée pourrait disséminer volontairement les germes de la vie sur des planètes prometteuses, pour venir ensuite s'y installer. Dans ce cas, le vivant tel que nous le connaissons ne serait pas un phénomène local, mais un véritable colonisateur de l'espace prenant racine dès que les conditions s'y prêtent. Notre biosphère aurait ainsi des cousines ailleurs dans la galaxie, issues des mêmes ancêtres communs, et créées volontairement par une civilisation ayant précédé notre apparition. Certains ont même imaginé que si une signature distincte était découverte dans notre ADN, cela prouverait l'existence d'une panspermie dirigée. Un peu comme des marqueurs spécifiques à chaque planète laissés dans le génome par nos ingénieurs. L'exobiologie concerne aussi, par extension, la recherche de la vie extraterrestre. C'est ce qui nous amène au sujet suivant, celui des biosignatures et des technosignatures. Scruter le ciel à la recherche de vie implique de se demander quelle forme de vie on espère repérer. Une simple vie microbienne ou bien des civilisations technologiques avancées. Les protocoles de recherche et les moyens mobilisés seront très différents en fonction de l'option choisie. Dans son livre Extraterrestre, Avi Loeb estime que la probabilité de découvrir une vie intelligente est à peu près 100 fois moins élevée que celle de découvrir une vie primitive. Mais concrètement, que recherche-t-on dans les deux cas ? Il y a d'abord les biosignatures, autrement dit tout ce qui trahit une activité biologique à grande échelle. Cela peut être la présence d'oxygène ou de méthane dans l'atmosphère, un déséquilibre chimique qu'on ne peut expliquer autrement que par la vie, ou encore des modifications de la couleur des océans ou des continents par des algues ou de la végétation. C'est relativement subtil à détecter, mais les télescopes de nouvelle génération, comme James Webb ou ceux qui viendront après lui, commencent à rendre ces mesures possibles. Les technosignatures visent quant à elles les marques d'activité technologique. Cela peut être un surplus de chaleur dans une zone précise, signe d'implantation urbaine, des traces de pollution industrielle ou la présence de molécules artificielles comme les chlorofluorocarbures qui ne se forment pas naturellement. Ces traces peuvent d'ailleurs perdurer à la surface ou dans l'atmosphère d'une planète bien après la disparition de la civilisation qui les a produites. Avi Loeb va encore plus loin en imaginant une nouvelle branche de l'astronomie qu'il nomme l'astro-archéologie. Cette discipline consisterait à fouiller l'espace à la recherche de civilisations technologiques disparues.
L'idée me fait penser à la civilisation des Protéins dans Mass Effect, qui a laissé la citadelle et les relais cosmodésiques, ou encore au film Contact, avec son réseau de trous de verre laissé par une civilisation disparue. Parmi les artefacts que l'astro-archéologie pourrait rechercher, on peut penser à des mégastructures détectables de loin, à des faisceaux lumineux servant à la communication ou à la propulsion, ou encore à des débris d'équipements technologiques dérivant dans l'espace. Pour l'instant, cela dit, la manière la plus active dont on cherche à détecter une vie intelligente repose sur le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Ses prémices remontent à 1960, lorsqu'un jeune astronome du nom de Frank Drake pointe un télescope vers Tau Ceti et Epsilon Eridani, dans le but de capter une émission artificielle. L'année suivante, il publie la fameuse équation de Drake, qui vise à estimer le nombre de civilisations communicantes dans notre galaxie. Elle combine plusieurs facteurs. Le résultat, n, donne le nombre probable de civilisations détectables dans la Voie lactée. Selon les valeurs qu'on accorde à chaque paramètre, n peut varier de 0 à plusieurs millions. Dans les décennies suivantes, les recherches s'intensifient malgré des moyens limités. En 1974, le message d'Arecibo, conçu par Drake et Carl Sagan, est envoyé vers l'amas d'Hercule, symbolisant une première tentative active de communication. Parallèlement, la NASA commence à s'intéresser au sujet, notamment via des études comme le Cyclops Report de 1971, qui imagine un réseau de radiotélescopes dédiés. Puis, en 1984, le SETI Institute voit le jour en Californie, dans le but de structurer ses recherches qui couvrent à la fois la détection de signaux extraterrestres et l'étude de la vie dans l'univers. En plus d'écouter les émissions faites sur la fréquence de l'hydrogène, le SETI surveille désormais les impulsions laser, les sursauts radio, les signatures infrarouges et les autres technosignatures susceptibles d'indiquer la présence d'une technologie alien. Pour tenter de classer les différentes civilisations extraterrestres possibles, le SETI se réfère souvent à l'échelle de Kardashev. Proposée en 1964 par Nikolai Kardashev, un astronome russe, cette échelle sert à évaluer le niveau de développement technologique et la consommation énergétique d'une civilisation. Elle se divise en 3 niveaux. Les civilisations de type 1 sont capables de collecter toute l'énergie disponible sur leur planète. Pour information, à l'heure actuelle, on estime que l'humanité exploite à peine 0,16% de l'énergie totale disponible sur Terre. Les civilisations de type 2 sont celles qui collectent, stockent et utilisent toute l'énergie produite par leur étoile. Elles pourraient le faire avec des mégastructures construites autour de leur soleil dans le but de capter la quasi-totalité de son rayonnement. Enfin, les civilisations de type 3 sont celles capables de maîtriser l'énergie de toute une galaxie. Elles peuvent capter les radiations solaires, mais aussi l'énergie des pulsars, des trous noirs et tous les autres types d'astres. Parmi les technosignatures les plus faciles à repérer pour le programme SETI, on trouve donc les mégastructures extraterrestres. Au fil des ans, plusieurs programmes de recherche ont été élaborés dans cette perspective, notamment un qui visait à détecter des sphères de Dyson dans la galaxie. Ces structures hypothétiques, imaginées pour la première fois dans les années 1960 par le physicien Freeman Dyson, consistent à encercler une étoile de vastes collecteurs afin de capter la quasi-totalité de son énergie. L'avantage de ces panneaux solaires géants, c'est qu'ils affectent la luminosité de leur astre et sont donc, en théorie, détectables de très loin. Au fil des ans, plusieurs candidates ont ainsi été repérées. Tout d'abord l'étoile de Tabi, KIC 8462-852 de son petit nom. Il s'agit d'une étoile jaune-blanc de la constellation du Cygne à environ 1470 années-lumière de nous, et qui présente des variations d'intensité très inhabituelles. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse qu'elle pouvait être entourée d'un essaim de Dyson, un réseau dense de collecteurs solaires orbitant autour de l'étoile. En juin 2024, une équipe de chercheurs a annoncé avoir repéré cette autre étoile parmi un échantillon de 5 millions. Elle présente des variations d'intensité anormales et potentiellement compatibles avec l'hypothèse d'une sphère de Dyson. Rien n'est confirmé pour l'instant, mais la découverte offre des perspectives intéressantes. Surtout que ces 7 candidates ont été identifiées dans un rayon de seulement 1000 années-lumière autour de nous, autrement dit notre voisinage galactique immédiat. Cela dit, les sphères de Dyson ne sont pas les seules mégastructures imaginées par les physiciens, les prospectivistes ou les auteurs de science-fiction. Il existe aussi le concept de cerveau matrioshka, un ensemble de sphères de Dyson concentriques qui agirait comme un gigantesque ordinateur. Un ordinateur assez puissant pour simuler des univers entiers. Et c'est sur cette idée spectaculaire qu'on va quitter ce niveau de l'iceberg pour explorer le suivant, qui s'interroge sur la nature de l'univers dans lequel nous sommes plongés.
Et difficile de mesurer à quel point notre univers est étrange sans évoquer les phénomènes ultra chelous de la mécanique quantique. Jusqu'ici, tous les phénomènes abordés, aussi mystérieux et énigmatiques soient-ils, reposaient sur un socle, l'idée que notre réalité est solide, qu'elle obéit à des lois stables et compréhensibles. Mais lorsqu'on descend à l'échelle microscopique, vous allez voir que les fondements mêmes de la réalité semblent vaciller. Vous avez peut-être entendu parler de l'expérience des fentes de Young. Elle illustre la dualité onde-particule, un des piliers de la physique quantique. Voici ce qu'elle montre. Avant qu'on ne l'observe, un électron ou un photon se comporte comme une onde qui peut passer par les deux fentes à la fois. Ce comportement ondulatoire produit des figures d'interférence, un peu comme le feraient les ondes parcourant la surface d'une étendue liquide. Jusque-là, tout va bien, mais les choses se compliquent lorsqu'on essaye de déterminer précisément par quelle fente la particule est passée. Le simple fait de mesurer bouleverse le résultat. L'électron ou le photon cesse de se comporter comme une onde et il adopte le comportement d'une particule classique, qui ne peut passer que par l'une ou par l'autre fente. Les franges d'interférence disparaissent. Pour reprendre les mots du physicien Richard Feynman, ce phénomène est complètement impossible à expliquer de manière classique. Il constitue un vrai mystère. Le deuxième mystère de la physique quantique, toujours selon Feynman, est lié au phénomène d'intrication. Il concerne deux particules jumelles émises ensemble et qui semblent demeurer connectées, quelle que soit la distance qui les sépare. Pour bien comprendre la bizarrerie de la chose, il faut évoquer brièvement un autre phénomène extrêmement étrange, la superposition quantique. Une particule peut en effet exister dans plusieurs états à la fois. Ce n'est que lorsqu'on effectue une mesure que son état se fixe. C'est ce qu'illustre l'expérience de pensée du chat de Schrödinger qui se trouve dans une boîte avec un mécanisme de mise à mort déterminé par un événement quantique. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, le chat est en état de superposition, à la fois mort et vivant. C'est quand on ouvre la boîte et qu'on l'observe que la superposition s'effondre. Revenons-en maintenant aux particules intriquées. Dès que l'on mesure l'une d'entre elles, l'état de l'autre est aussitôt fixé. Et ce, même si elles sont séparées par des milliards de kilomètres, à des années-lumière de distance l'une de l'autre. C'est ce que Einstein appelait l'action fantomatique à distance, et il refusait d'accepter ce paradoxe. Pourquoi ? Parce que d'après la théorie de la relativité générale, aucun objet ni aucune information ne peut voyager plus rapidement que la vitesse de la lumière. Donc comment serait-il possible que deux particules, situées chacune d'un côté de la galaxie, puissent communiquer, entre guillemets, instantanément ? C'est, aux yeux de la physique classique, inenvisageable. Ce problème a suscité de multiples expériences, débats et théories. Certains y voient une forme de rétrocausalité où l'information voyagerait à rebours du temps et remonterait du futur vers le passé. C'est également un argument qui a été proposé pour expliquer les résultats des expériences voulant montrer la nature ondulatoire ou corpusculaire des particules. En gros, c'est le résultat du dispositif mis en place qui déterminerait comment la particule se comporte. Ou, comme le dit John Wheeler, donc on décide que le photon sera venu par une route ou bien par les deux routes à la fois, alors que le voyage est déjà terminé. Bref, l'étrangeté fondamentale de la physique quantique remet en cause nos croyances et nos intuitions les plus fondamentales. Dire qu'elle est mystérieuse est un euphémisme, elle nous retourne carrément le cerveau jusqu'à remettre en cause le concept de réalité lui-même. En effet, comme l'ont montré les travaux d'Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022, l'univers local n'est pas réel. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que l'univers tel que nous le comprenons n'a pas d'existence objective indépendante de notre observation. Cela va complètement à l'encontre du réalisme philosophique qui voudrait que la matière et les particules existent de manière objective et mesurable indépendamment de toute observation. La physique quantique nous enseigne que ce n'est pas le cas. Tout cela illustre parfaitement la réflexion de J.B.S. Haldane. L'univers est non seulement plus étrange que nous l'imaginons, mais plus étrange que nous pouvons l'imaginer. Cela dit, certaines hypothèses font très fort dans le domaine, à l'instar de la théorie des mondes multiples, à laquelle on va maintenant s'intéresser. Cette interprétation, proposée par Hugh Everett à la fin des années 1950, suggère que l'état de superposition des particules ne s'effondre jamais. Il se poursuit, mais dans différentes branches de l'univers, ou plutôt du multivers. Le chat de Schrödinger, par exemple, continuerait à exister dans deux dimensions parallèles, un monde où il est vivant et un monde où il est mort. Enfin, s'il est mort, il n'existe plus vraiment, mais vous voyez l'idée. Selon l'interprétation d'Everett, l'univers se scinderait ainsi en permanence, créant une multitude d'univers parallèles qui coexistent tous au sein du multivers. Et dans cette infinité, ou quasi-infinité d'univers, il existe une quasi-infinité de vous.
Dans un univers, c'est vous qui réalisez une vidéo sur l'iceberg des mystères de l'espace, tandis que je l'écoute. Dans une autre réalité, vous habitez un autre appartement, une autre ville ou un autre pays. Vous avez choisi des études différentes, un autre métier ou un autre partenaire. Les différences vont du détail le plus léger, la couleur de votre t-shirt, au bouleversement le plus total de votre environnement. Il y a sans doute une réalité où on erre tous dans des paysages post-apocalyptiques après qu'un astéroïde ou une guerre nucléaire ait ravagé la Terre. Cette théorie fascinante des mondes multiples a d'ailleurs inspiré un tas d'œuvres de fiction, de Rick et Morty à Everything Everywhere All at Once, en passant par Sliders, les mondes parallèles ou encore l'excellente série Dark Matter, adaptée du roman de Blake Crouch que je ne peux que vous recommander. Si la théorie d'Everett permet d'imaginer une infinité d'univers, une autre hypothèse remet en cause la notion même d'espace et de volume, celle du principe holographique. Dans les années 1990, des physiciens ont montré que l'information contenue dans un volume d'espace-temps pouvait en théorie être intégralement codée sur la frontière à 2 dimensions qui l'entourent, un peu comme un hologramme. D'après ce modèle très spéculatif, l'univers serait donc projeté d'une surface bidimensionnelle vers l'espace en 3D que nous percevons, avec sa profondeur et son volume. Pour beaucoup, ce principe se rapproche d'une vision où l'information prime sur la matière. Une idée qu'on retrouve dans une autre hypothèse radicale, celle de l'univers mathématique. Proposée par le cosmologue Max Tegmark, elle ne se contente pas de dire que l'univers peut être décrit par les mathématiques. Elle affirme qu'il est lui-même un gigantesque objet mathématique. Dans son livre L'univers mathématique, il écrit « Notre réalité physique externe est une structure mathématique. Les lois physiques, l'espace-temps et même la conscience découleraient de structures purement logiques et abstraites. Et l'univers existerait parce qu'il est l'une des multiples formes mathématiques possibles. » Entre nous, j'avoue avoir du mal à saisir cette idée. J'ai tendance à voir les maths comme une abstraction dérivée de notre manière de percevoir le monde, plutôt que comme une réalité objective, qui existerait indépendamment de tout esprit pour les concevoir. Bref, passons rapidement dessus pour revenir à quelque chose d'un tout petit peu moins spéculatif, avec la théorie du Big Bounce. Dans ce scénario, l'expansion de l'univers après le Big Bang serait suivie d'un Big Crunch, où toute la matière se contracterait à nouveau vers son point d'origine, ce qu'on appelle la singularité. Ce repli, qui est un des grands scénarios de fin de l'univers, ne marquerait cependant pas la fin du cosmos. Le Big Bounce suggère en effet qu'un nouveau Big Bang suivrait, accompagné d'une nouvelle inflation, puis d'une nouvelle contraction, et ainsi de suite potentiellement pour l'éternité. Cette hypothèse ressemble beaucoup à la théorie de l'éternel retour telle qu'elle avait été posée par les stoïciens durant l'Antiquité. Sauf que pour les stoïciens, ce cycle cosmique impliquait que les choses se répètent presque à l'identique. Il disait par exemple que dans un cycle, Socrate pourrait avoir un grain de beauté et dans un autre non. Mais Socrate et tout le reste étaient quand même bien présents d'une occurrence sur l'autre. On ignore si dans la version Big Bounce on retrouverait le même Socrate, mais l'idée reste grosso modo la même. L'univers ne mourrait jamais définitivement, il renaîtrait de ses cendres encore et encore. On enchaîne sur une entrée très cérébrale que j'ai intitulée Cerveau et univers. Elle regroupe quelques théories assez folles qui ont toutes pour point commun de parler d'encéphale. On a d'abord l'idée que l'univers tout entier pourrait fonctionner comme une sorte de cerveau géant. L'image, assez poétique, dérive de la structure en filaments des amas de galaxies. Certains y voient une similitude avec les réseaux neuronaux. Elle pose aussi une question vertigineuse et complètement gratuite. Et si nous étions perdus quelque part dans l'esprit d'une entité infiniment plus vaste ? Ensuite vient la fameuse hypothèse du cerveau dans une cuve, une variante du solipsisme selon laquelle toute notre expérience sensorielle pourrait être simulée. Et en effet, notre cerveau ne fait qu'interpréter des signaux électriques en provenance de nos organes. On pourrait donc imaginer un cerveau isolé dans une cuve, branché à des câbles électriques, qui générerait une réalité fictive, un peu à la Matrix. Sauf que si un jour on le débranchait, ce serait le blackout total pour le cerveau. Un esprit livré à lui-même, flottant dans le néant, sans aucun stimuli. De quoi devenir complètement fou. Enfin, il y a l'hypothèse du cerveau de Boltzmann. Dans un univers infini, disent certains calculs, il serait plus probable qu'un cerveau humain surgisse spontanément du chaos, avec ses souvenirs et son ressenti, plutôt que de voir un univers entier se structurer comme le nôtre. En clair, vous pourriez être en train d'halluciner toute cette réalité. Le seul souci, c'est qu'un cerveau né dans le vide ne survivrait sans doute pas très longtemps. Et maintenant, on va se poser une autre question un peu folle. Et si la conscience ne surgissait pas simplement par accident, mais que l'univers entier était conçu pour la faire émerger ? C'est l'idée derrière le principe anthropique fort, qui va plus loin que la version faible qu'on a vue plus tôt.
Au lieu de dire que l'univers a par hasard les bons réglages pour voir la vie intelligente apparaître, ce principe suggère que l'émergence de la conscience serait d'une certaine manière inscrite dans la nature même de la réalité. Et certains vont jusqu'à supposer que la conscience elle-même joue un rôle fondamental dans la création de l'univers. Et fait un peu troublant, pendant que je montais cette vidéo, je suis tombé sur 2 interviews, une avec une astrobiologiste du CETI et l'autre avec un physicien et inventeur italien. Les deux défendaient une idée proche, celle que le cerveau humain ne serait pas le producteur de la conscience, le contenant qui la sécrète et tout elle ne peut s'échapper, mais plutôt quelque chose comme un capteur d'un champ de conscience universel aussi vieux que le cosmos lui-même. L'idée est étrange et on va y revenir plus en détail par la suite. En même temps, quand on songe à l'importance de l'observation en mécanique quantique, on ne peut s'empêcher de se demander si la conscience n'est pas plus qu'un simple hasard de l'évolution. Et cela nous amène sans transition à une autre théorie sur la nature de l'univers, à la fois folle et fascinante, l'hypothèse de la simulation. Et si nous vivions dans un univers simulé ? Un univers qui pourrait être le produit d'une civilisation avancée de type 2 ou 3, équipé de cerveaux matrioshka, qui pourrait simuler en une seconde toute l'histoire du monde, avec l'ensemble des pensées et actions de chacun des êtres conscients qui l'ait jamais habité. C'est l'hypothèse que pose Nick Bostrom dans un article devenu célèbre et qui s'intitule « Vivez-vous dans une simulation informatique ?» Si vous suivez régulièrement la chaîne, vous savez que c'est un sujet sur lequel j'aime bien revenir. Et si vous la découvrez et que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la rejoindre en vous abonnant. Ici, j'aimerais me focaliser sur l'espace dans l'hypothèse de la simulation. Vous verrez que le rapport entre les deux est passionnant. En effet, selon le type de simulation dans lequel on évoluerait, l'espace pourrait n'être qu'une texture mise en toile de fond de notre planète. Ou alors, au contraire, notre apparition en tant que forme de vie intelligente pourrait n'être qu'un accident au sein d'une simulation d'univers, voire carrément une sorte de bug dans la matrice. Il y a un gars que j'aime beaucoup et qui parle souvent de cette hypothèse dans ses aspects les plus profonds et aussi les plus fascinants. Il s'agit de Rizwan Virk, un ancien développeur de jeux vidéo et entrepreneur qui a écrit plusieurs livres sur le sujet de la simulation. Parmi ses analyses, il explique pourquoi les bizarreries de la physique quantique peuvent suggérer qu'on vit bien dans une espèce de jeu vidéo. Et là, posez-vous parce que c'est assez fou. Ce que dit Virk, c'est que par bien des aspects, la manière dont l'univers fonctionne au niveau quantique rappelle les techniques d'optimisation des jeux vidéo. Par exemple, l'indétermination quantique empêche de connaître l'état d'une particule avant de l'avoir observée. Dans un jeu vidéo, c'est la même chose, dit Virk. Il n'y a que ce qui est observé par le joueur qui est rendu, c'est-à-dire effectivement calculé et affiché sur son écran d'ordinateur. Tout le reste est caché, non rendu. De là se pose la question du monde rendu commun. Autrement dit, existe-t-il un monde extérieur et objectif comme le voudrait le réalisme ? On a vu que ce n'était pas le cas lorsqu'on parlait d'Alain Aspect et de ses travaux sur l'intrication quantique. Eh bien c'est pareil dans les MMORPG. Les joueurs pensent partager un monde commun, mais en réalité c'est l'ordinateur de chacun d'entre eux qui rend le monde du jeu, en fonction de ce que le joueur observe à chaque instant. À partir de là, Virk fait le lien avec une célèbre expérience proposée par Eugène Wigner. Si Wigner et un ami observent l'effondrement de la fonction d'onde de plusieurs particules intriquées, pourraient-ils obtenir des résultats différents ? Et le fait est qu'en 2019, une équipe de chercheurs britanniques a montré que oui, 2 observateurs peuvent mesurer des valeurs en contradiction, comme si la même particule se manifestait différemment pour chacun d'eux. Cela va donc encore plus loin que la simple non-localité. Non seulement le réalisme local n'existe pas, mais cette expérience suggère qu'il n'existe même pas de réalité absolue, identique pour tout le monde. En clair, l'univers lui-même pourrait varier en fonction de l'observateur. Du point de vue de Virk, ce phénomène relèverait d'un processus d'optimisation de la simulation. Il en va de même pour l'intrication quantique qu'il compare au processus de compression d'une image, où les pixels font référence les uns aux autres pour gagner de l'espace. De son côté, Nick Bostrom remarque que si nous vivons dans une simulation, il n'est pas nécessaire de calculer en permanence tous les détails de l'univers. Seuls les éléments que nous observons, que nous mesurons ou avec lesquels nous interagissons doivent être rendus en haute résolution. Par exemple, lorsque vous regardez le ciel nocturne, la simulation peut générer les étoiles et les planètes en basse résolution. Et si vous observez une galaxie lointaine au télescope, cela force la machine à améliorer le niveau de détail. Le reste du temps, le programme économiserait de la puissance de calcul en ne simulant que la surface ou la texture des objets. Les objets du quotidien, comme les meubles ou les vêtements, pourraient ainsi exister sous une forme plus grossière quand vous ne les observez pas. Et je trouve que cette idée a quelque chose de terrifiant.
Au final, suivant le type de simulation dans lequel nous serions plongés, la place que nous occupons dans l'univers pourrait être très différente. Si nous nous trouvons dans une simulation d'ancêtres, créée par de lointains descendants pour étudier leur passé, il n'est pas nécessaire de peupler tout l'univers. Une simple toile de fond suffirait. Notre soleil, les constellations et galaxies lointaines ne seraient qu'un décor pour rendre crédible le monde sur Terre. Cela constituerait aussi une réponse au paradoxe de Fermi. Il n'y aurait pas d'extraterrestres, tout simplement, car l'espace serait aussi vide et creux qu'une façade d'immeuble en carton. Autre hypothèse, il se peut que la vie sur Terre soit apparue par accident, un événement totalement fortuit dans une simulation bien plus vaste et dont le but n'a rien à voir avec l'humanité. Dans ce cas, il est probable que les créateurs de la simulation n'aient même pas remarqué notre existence. Et le jour où leur projet prendra fin, ils pourraient tout simplement débrancher la machine. De notre point de vue, ce serait la disparition subite de tout l'univers, sans aucun signe avant-coureur. Enfin, il y a une troisième voie, peut-être que l'apparition de la vie et de la vie intelligente constitue bien l'un des buts de l'univers simulé. Mais l'humanité n'aurait rien d'unique ni d'exceptionnel, elle ferait juste partie du tout, sans occuper de place centrale. Cette vision se rapproche un peu de celle que nous pouvons avoir de l'univers en général. La seule différence est qu'il existerait un créateur et que l'univers lui-même s'exécuterait à l'intérieur d'un ordinateur incroyablement puissant, du moins de notre point de vue. Et c'est sur ces considérations qu'on quitte l'avant-dernier niveau de l'iceberg, pour plonger dans les abysses, là où gisent les questions les plus insolubles et les mystères les plus profonds sur l'espace qui nous entoure. Commençons par une interrogation qui taraude l'humanité depuis des millénaires. L'univers est-il fini ou infini? Selon le philosophe Emmanuel Kant, cette question dépasse littéralement notre entendement. Déjà parce qu'on ne peut pas se représenter l'infini. On peut en parler, l'écrire, mais on ne peut pas imaginer l'infini, un objet sans limite. Notre cerveau n'est tout simplement pas taillé pour cela. A l'inverse, l'idée d'un univers fini est profondément paradoxale. En effet, si l'univers a une fin, qu'est-ce qui se trouve en dehors, au-delà de ses limites? Certains physiciens ont néanmoins proposé des modèles d'univers fini. Par exemple, un espace en forme d'hypersphère, courbé par la gravité. On pourrait parcourir cette sphère en 4 dimensions, un peu à la manière dont on fait le tour d'une planète. Vous pourriez en théorie parcourir cet univers dans une direction sans jamais rencontrer d'obstacles, jusqu'à en faire le tour et revenir à votre point de départ. Ce modèle, impossible à se représenter concrètement, imagine un univers à la fois fini et sans limite. D'autres suggestions évoquent un univers en forme de donut, sans doute la représentation cosmique préférée d'Homer Simpson. Cela dit, la plupart des modèles en physique partent du principe que l'univers est infini. Il s'étendrait sans aucune limite et vous pourriez le parcourir toute l'éternité sans arriver jusqu'à sa fin. Cela nous amène d'ailleurs à une autre question. S'il est infini, l'univers est-il également éternel? Est-il là depuis toujours? La théorie du Big Bang indique qu'il a eu un point de départ, il y a près de 14 milliards d'années, et que depuis l'univers s'étend et enfle. Mais il y a là aussi un paradoxe. Si l'univers est déjà infiniment grand, comment pourrait-il devenir plus grand au fil du temps? À moins bien sûr que notre Big Bang ne soit qu'une étincelle dans le feu d'artifice cosmique du multivers. Cela repousse la question à un niveau supérieur qu'on ne peut pas connaître. Enfin, il y a une idée folle à prendre en compte liée au fait que la matière ne peut connaître qu'un nombre fini de combinaisons possibles. Dans un univers véritablement infini, il doit exister quelque part une copie conforme de la Terre, avec une copie conforme de vous en train de regarder cette vidéo. Et vu qu'on parle de l'infini, il doit même y avoir une infinité de ces copies. Voilà de quoi se donner un peu de vertige cosmique. Après l'espace, le temps, avec 2 questions sur sa nature. Qu'est-ce que le temps? Peut-on le définir? Et existe-t-il réellement? De nombreux philosophes ont défendu une idée pour le moins déroutante. Le temps n'aurait pas d'existence physique propre en dehors de notre esprit. En d'autres termes, il serait une illusion naissant de notre expérience consciente. Kant, par exemple, considérait le temps comme une condition de l'expérience, une sorte de programme sans lequel notre cerveau ne peut appréhender ce qui se passe autour de lui. Et il n'aurait pas d'existence extérieure à notre esprit. D'autres penseurs ont développé des idées similaires tout au long de l'histoire de la philosophie, de Parménide à Schopenhauer, en passant par Saint-Augustin et John McTaggart. Mais c'est peut-être Nietzsche qui donne l'image la plus parlante de l'irréalité du temps. Selon lui, il est comme la perspective sur un tableau. Lorsqu'on le regarde de face, on voit une profondeur, une dimension. Mais lorsqu'on se place sur le côté, on voit que cette perspective n'est qu'une illusion posée sur une toile en 2 dimensions. Julian Barbour, un physicien et philosophe contemporain, a développé une philosophie de l'irréalité du temps particulièrement intéressante.
Dans son livre The End of Time, il soutient non seulement que le temps n'a pas de réalité physique, mais que l'univers existe comme un bloc contenant toutes les configurations possibles de la matière. Et passer de l'un à l'autre de ces états ne requerrait aucun écoulement temporel. Au passage, ceci est à ne pas confondre avec la théorie de l'univers bloc, souvent associée à l'éternalisme et qui a été popularisée par la relativité einsteinienne. Dans cette conception, le temps est considéré comme une dimension de l'espace-temps, au même titre que les dimensions spatiales. Autrement dit, tous les instants, qu'ils soient passés, présents ou futurs, coexisteraient éternellement dans ce bloc à 4 dimensions. Selon cette vision, il n'y a pas d'écoulement du temps. Tous les instants sont disposés au sein de ce bloc comme des instantanés d'un film ou les tranches d'une miche de pain. Et notre perception du temps qui passe serait le résultat de notre conscience se déplaçant à travers ce bloc. Mais j'arrête là car le sujet est vaste et pourrait largement faire l'objet d'une vidéo dédiée. Perso, j'aimerais juste trouver la manière d'arrêter le temps comme ce type dans un célèbre épisode de la 4ème dimension. Car je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que les journées, les mois et les années filent à toute allure. Si vous avez des conseils sur comment ralentir le passage du temps, je suis preneur. Après l'espace et le temps, nous allons nous perdre entre les deux extrêmes de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Deux dimensions qu'on a déjà évoquées avec la relativité générale et la physique quantique, mais sans plonger dans ce qu'elles ont d'étrange sur un plan plus philosophique entre guillemets. On peut être pris d'une sorte de vertige en pensant que l'on peut plonger à l'infini dans l'échelle du très petit ou dans celle du très grand. Peut-être que dans chaque atome est contenu un univers entier, aussi vaste que celui que nous percevons. Et peut-être que notre univers lui-même est contenu dans un atome à un niveau de grandeur supérieur. Ça me rappelle une nouvelle de SF dont je n'ai pas réussi à retrouver la référence. Si elle vous dit quelque chose, n'hésitez pas à me l'indiquer. Dans mon souvenir, elle raconte l'histoire d'un équipage de cosmonautes qui parcourt l'univers jusqu'à sa limite extrême, pour réaliser finalement qu'ils émergent à la surface d'une tasse de café. Grosso modo, c'est cette idée de l'infiniment grand contenu dans l'infiniment petit, et le jeu de poupée russe qui va avec. L'être et le néant. Voilà une autre question philosophique qui semble a priori sans réponse. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? J'ai toujours trouvé cette question, posée par Leibniz, un peu absurde. De la même manière que pour le principe anthropique faible, il me semble que la réponse la plus simple c'est « parce que s'il n'y avait rien, personne ne serait là pour se poser la question ». Bien sûr, c'est la réponse facile. La réponse difficile renvoie soit au hasard, soit au contraire à la prédestination et à l'idée que tout ce que nous voyons, tout cet univers qui nous entoure, est l'œuvre d'un créateur. Qu'il s'agisse d'un dieu ou bien d'un ado qui fait tourner une simulation sur l'ordinateur de sa chambre, genre GTA 18 en mode ultra réaliste. Quoi qu'il en soit, le néant, c'est peut-être ce vers quoi l'on se dirige, où l'on va retourner. Big Crunch, Big Freeze, Big Rip, Big Slurp, les physiciens ont imaginé tout un éventail de scénarios pour expliquer comment mourra notre univers. Mais j'ai déjà traité ces théories dans d'autres vidéos, alors je passe rapidement dessus et vous propose de nous intéresser à celles, très spéculatives, qui font de la conscience un élément fondateur du réel. On a parlé du rôle de l'observateur en physique quantique, c'est-à-dire l'idée qu'une observation est nécessaire pour fixer les propriétés d'une particule. Les philosophes des sciences et les chercheurs se sont longtemps interrogés. Qu'est-ce qui cause l'effondrement de l'état de superposition ? Est-ce l'instrument de mesure ou la conscience elle-même ? Les partisans de la décohérence soulignent qu'une simple interaction avec l'environnement, à travers un capteur ou un champ électromagnétique, suffit à effondrer la fonction d'onde. Cependant, des physiciens comme John von Neumann ou Eugen Wigner ont défendu l'idée que c'était l'acte conscient d'observer qui provoquait l'effondrement. John Wheeler est allé jusqu'à parler d'un univers participatif où l'observation, et donc la conscience, contribuait à forger la réalité. L'univers aurait besoin de conscience pour valider ou entériner son existence. Cette idée peut paraître complètement folle, hérétique même pour certains, mais elle ne manque pas de partisans. Elle ouvre aussi la voie à beaucoup d'autres questions sur la nature de la conscience elle-même. On a tendance à opposer la conscience et la vie à la matière inerte, comme s'il s'agissait de deux types de substances fondamentalement distinctes. Ce point de vue dualiste, qui oppose aussi à un autre degré le corps et l'esprit, n'a pas de validité sur le plan physique. Nous sommes faits des mêmes atomes que le reste de la matière. L'univers, la conscience, la vie, la matière inerte ne forment qu'une seule et même chose. Ce point de vue moniste est encore plus intéressant lorsqu'il s'inscrit dans un naturalisme comme celui de Daniel Dennett, pour qui tout peut s'expliquer sans avoir recours à des différences de substance ou à une sorte de principe vital. La conscience est une donnée de l'univers, une réalité intrinsèque du cosmos et un phénomène indissociable du reste de l'être.
Là où ça devient plus poétique, c'est lorsqu'on se demande si, en définitive, l'homme et la vie intelligente ne sont pas le moyen pour l'univers de se connaître lui-même, de s'observer, de s'actualiser. Dans le fond du fond, l'univers est vivant, nous en sommes la preuve. Ça me rappelle une citation d'Alan Watts. « À travers nos yeux, l'univers se perçoit. À travers nos oreilles, il écoute ses harmonies. Nous sommes les témoins à travers lesquels l'univers devient conscient de sa gloire, de sa magnificence. » Bref, c'est bien beau tout ça, vous allez me dire « Mais Nawak, tu pars loin !» Peut-être, mais est-ce que c'est pas un peu le but de ce genre de vidéo ? Et si vous voulez qu'on parte vraiment loin dans le cosmos, je vous propose qu'on se penche 2 secondes sur le panpsychisme. Selon cette conception philosophique, l'esprit serait littéralement partout. Il constituerait une propriété fondamentale de l'univers qu'on retrouverait jusque dans les particules élémentaires, dans les photons, électrons, etc. Dans cette optique, la conscience n'émergerait pas des systèmes physiques et biologiques, mais elle les précéderait. D'ailleurs, certains vont jusqu'à penser que la mystérieuse matière noire, qui constitue une large partie de la masse de l'univers, serait en fait la masse de la conscience elle-même. Bien sûr, il y a des variantes à cette croyance, mais elle offre un paradigme qui va foncièrement à l'encontre du matérialisme. D'ailleurs, j'en profite pour vous partager un podcast assez fou que j'ai découvert récemment. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je ne sais toujours pas quel crédit accorder à tout ça. Mais il y a une série appelée The Telepathy Tapes qui rapporte des phénomènes proprement incroyables chez les autistes non-verbaux. Je vous le résume en une phrase, beaucoup de ces personnes seraient télépathes. Autrement dit, elles pourraient lire dans les pensées de leurs proches, voire les visiter en rêve ou se retrouver entre elles dans un lieu onirique commun. En écoutant ça, à l'heure où on parle d'ovnis contrôlés par des psioniques et d'autres phénomènes complètement barrés, je me suis vraiment demandé à quel moment on avait pénétré dans la 4e dimension. Mais bref, il y a un dernier sujet dont je voulais vous parler, la théorie selon laquelle l'espace ne serait tout simplement pas réel. D'après certains, il s'agirait d'une fausse théorie du complot. D'autres estiment au contraire qu'elle épouse des croyances religieuses. Quoi qu'il en soit, selon cette théorie, la Lune, les planètes et les étoiles ne seraient qu'une vaste conspiration montée pour nous tromper. Il s'agirait de créations artificielles et toutes les preuves visuelles ou photographiques, qu'il s'agisse des clichés de Hubble ou de ceux de James Webb, ne seraient que montage et supercherie. Finalement, tout cela met peut-être en lumière une chose. L'espace, à la fois vide et infini, n'a de sens que celui qu'on lui donne. Lorsque nous regardons les étoiles, ce sont nos croyances, nos aspirations et nos interrogations que l'on projette dans la nuit universelle. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers ces mystères spatiaux et cosmiques. Je remercie encore une fois Odoo, le sponsor de cette vidéo, et vous invite à découvrir leur offre gratuite grâce au lien dans la description. Et si vous voulez continuer à explorer les différentes facettes de la réalité, dans ce cas-là parfois de plus angoissante, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.